Bonjour à tous, Valentin Offre avec vous pour ce nouveau point de marché. Nous sommes le mardi 10 avril 2018. Excusez-moi pour ces 2-3 minutes de retard, j'ai eu un problème dans le lancement du webinaire. Donc on va commencer tout de suite par avertissement les gars sur le risque. Le thème d'aujourd'hui va être sur en particulier la Chine, en tout cas c'est le catalyseur majeur. Vous savez que Xi Jinping a annoncé ce matin, plutôt cette nuit, qu'il voulait ouvrir le marché chinois, davantage l'ouvrir et renforcer les droits des entreprises étrangères, notamment en réduisant les tarifs douaniers des voitures qui sont importées en Chine et également en renforçant la propriété intellectuelle des entreprises étrangères. Voilà, donc on va voir tout cela plus en détail. Avant toute chose, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement égard sur risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est très indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour à vous Ramsey, bonjour François, Raymond que je salue également, Luc, bien le bonjour à vous. Excusez-moi pour ce petit encore une fois problème de connexion. Je ne sais pas si vous en avez eu également, mais bon. L'essentiel c'est que vous soyez présents. Alors au niveau du briefing d'actualité, j'essaie d'être concis, d'être également assez complet. Donc on a eu les indices américains hier qui ont bien progressé en mi-journée grâce au tweet de Donald Trump qui disait être convaincu qu'un accord commercial allait être trouvé entre les États-Unis et la Chine. Mais les indices ont quasiment retracé l'intégrité de leurs gains après des informations sur lesquelles le FBI aurait fait irruption dans le bureau de l'avocat de Donald Trump. Voilà. Plus récemment, ce matin, donc comme je vous l'ai dit, on a le président chinois qui a prononcé un discours promotionnant la collaboration internationale et le libre-échange. Xi Jinping a annoncé son intention d'ouvrir le marché chinois, notamment en abaissant les tarifs douaniers sur les voitures et et renforcer la propriété intellectuelle des entreprises étrangères. Excusez-moi pour cette petite faute, j'ai oublié de corriger. Donc en clair, c'est une bonne annonce, parce que déjà on a eu Donald Trump hier qui a donné un ton plutôt positif sur un accord qui allait être trouvé, même si bon, ça reste un petit peu vague. Donc voilà. Et ce matin, on a Xi Jinping qui annonce son intention d'ouvrir le marché chinois. Donc c'est un petit peu, on a, on- c'est un petit peu avec le protectionnisme de Donald Trump et la volonté d'ouvrir le marché chinois, c'est un petit peu comme si on avait la Chine qui voulait être le pays pro-capitaliste. Ouais, c'est un petit peu paradoxal, mais en tout cas voilà, ça donne un ton assez positif, en tout cas pour un possible accord commercial entre les États-Unis et la Chine, qui je vous rappelle sont les deux plus grandes puissances économiques mondiales. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour le marché, ce qui permet ce matin à l'AUD de surperformer le Forex. Petit résumé de la science américaine et asiatique. Nous avons le DXY qui recule. Hier, on a le Dow Jones, S&P, Nasdaq qui gagne du terrain, mais voyez beaucoup moins que les 1,25% qu'on avait en mi-séance américaine hier. Le rendement du 10 ans se stabilise à 2,80% à peu près depuis maintenant pas mal de séances. On a le yen index qui recule, le gold également, le nickel, le Hang Seng qui progresse. Donc on a clairement de l'appétit pour risque ce matin. D'ailleurs, on a même le CAC qui inscrit un plus haut de plus d'un mois. Voilà, sur le futur, qu'on va voir dans un petit instant. Calendrier économique. Donc on a eu quelques statistiques cette nuit du côté du NZD, de l'AUD, mais c'est pas ces statistiques qui ont permis l'AUD de progresser. Comme vous pouvez voir, la confiance des milieux des affaires NAB a reculé, 7 points contre 9 précédemment. Donc voilà, la hausse de l'AUD ce matin, c'est uniquement dû, étant donné qu'elle a été sous pression depuis le début des tensions commerciales entre les deux pays. Et donc sinon, nous aurons l'IPP américain qui n'est pas écrit sur ce calendrier, mais nous aurons l'IPP cet après-midi à 14h30 me semble-t-il, et en même temps que les mises en chantier, enfin les statistiques canadiennes tout simplement. Pardon. Alors voilà, donc au niveau donc de l'IPP, vous voyez donc c'est ici Producer Price Index et c'est donc à 14h30. Donc exclu food et énergie 0,2%. Donc inchangé par rapport à la précédente publication, ce qui fait sur un rythme annuel à 2,6%. Donc
cet indice, c'est également un indice d'inflation qui est un peu moins suivi que l'IPC, mais qui donne un petit peu également une tendance, voilà, au niveau de l'inflation. Donc c'est toujours bon à le suivre. Mais ça ne va pas faire une volatilité équivalente d'un IPC par exemple. Alors François qui nous dit pas de souci chef, eh bien écoutez c'est parfait, merci François. Catherine que je salue également, son image ok, c'est bon. Patron Facebook doit parler également Luc, exactement. Facebook se rendra devant le Congrès américain pour parler. Comme vous savez du scandale qui touche Facebook, mais il n'y aura pas seulement le patron de Facebook, il y aura également le patron de Google et le patron de Twitter. Voilà, ces trois plus grands réseaux sociaux, donc Google Plus bien évidemment, hein. Donc notamment sur les données des utilisateurs. Voilà. Donc on peut estimer qu'on aura en tout cas une modification du business model de ces entreprises-là. Je ne sais pas si vous avez vu, enfin je ne sais pas si vous avez un iPhone, mais pour ceux qui en ont un, une semaine après le scandale, on a eu Apple qui ont fourni une mise à jour dont sur les données et qui annonçait que voilà Apple faisait attention des données des utilisateurs, etc., etc. Donc voilà, on a vraiment en tout cas un changement, une prise de conscience en tout cas je dirais déjà de la part des utilisateurs, mais également de la part des investisseurs, comme quoi, eh bien, le business model pourrait changer, ou en tout cas être modifié. Voilà, donc on commence rapidement par les index. Regardez ces indices. Alors, je vais vous faire voir et je vais même vous envoyer un petit site qui peut être pas mal enfin moi que j'aime bien, que j'ai découvert récemment grâce à un collègue et qui donne, vous voyez, un petit peu la tendance assez rapidement des actifs. Donc ça s'appelle, je vais vous envoyer le lien. C'est cette page web. Donc là, vous avez les paires majeures, quelques actifs, vous voyez, Bitcoin, Gold, le pétrole, le GBP Yen, l'euro GBP, donc des actifs pas mal tradés, mais c'est surtout, vous voyez, ceci qui est intéressant. Ouais, donc c'est en fait les devises face au dollar. Donc nous, on fait des index, mais ça donne quand même très bien les tendances. Donc vous voyez, NZAUD, donc ce matin, l'AUD était plus fort que le NZD, enfin, il y a de cela une heure. Euh, Et donc, vous voyez, on a AUD et NZD qui sont les deux plus forts face au yen. Donc, je vais vous envoyer, excusez-moi, cette page. J'ai rapidement surfé sur ce site. Bon, le reste, je ne l'ai pas trouvé hyper intéressant ou hyper utile, en tout cas d'un point de vue régulier. Mais voilà, c'est vraiment ce graphique-là, moi, qui peut être vraiment pas mal à surveiller une fois par heure pour voir un petit peu les tendances, comment elles évoluent. Voilà, donc je vous envoie ce lien. Alors Nasdaq va bouger de la part de Luc. Alors oui, c'est le Nasdaq, c'est les marchés actions, voilà, c'est globalement les marchés actions entiers qui vont bouger parce que les valeurs tech, vous savez qu'ils ont un poids extrêmement important aujourd'hui sur l'ensemble des marchés. C'est un indicateur de tendance. Alors non, c'est pas du tout un indicateur, hein. C'est vraiment les paires majeures. Souvenez-vous quand on évaluait les tendances des devises avec seulement les paires majeures. Vous vous en souvenez, on allait sur TradingView, on superposait euro-dollar avec le GBP-USD, avec le JPY-USD, etc., etc. Et bien là, c'est pareil. Sauf que c'est pour un jour. Vous voyez? Un jour face au dollar. Performance relative face au dollar. Vous voyez que le dollar, il n'y a pas de performance, puisque c'est dollar versus dollar. Ici, c'est yen versus dollar. Donc voilà, on peut voir que NZD, AUD sont les deux plus fortes devises ce matin face au CHF et au yen. Donc clairement, de l'appétit pour le risque. Yen, CHF baissier. Donc voilà. Alors, François qui nous dit les lois en Belgique sont plus rigides pour ce qui est de la vie privée. Il est probable que plus que 60 000 personnes soient indemnisées par Facebook à suivre. Possible, hein. Honnêtement, voilà, affaire à suivre. Ça va être en tout cas, je pense, assez intéressant et un tournant un petit peu dans ces business models qui sont les plus grosses capitalisations boursières, hein. Donc voilà, Snapchat qui déjà ne commençait pas une très bonne introduction en bourse, un an après son introduction en bourse, pardon, perd quand même plus de 20% en un mois. Twitter en perd à peu près 15, Facebook en perd 10. Voilà, on a clairement un marché qui se remet en question. Fabien qui nous dit Snap, c'est la fin. Alors,
c'est la fin, je ne sais pas. Twitter est quand même resté pas mal d'années dans le négatif, hein, si vous regardez son action. Regardons rapidement. On va se mettre all. Regardez Twitter. On va le comparer par exemple alors à Snap. Bon, vous voyez que ça peut être introduit le même jour, hein, mais globalement on a une tendance qui peut se ressembler. Vous voyez, on a une baisse et là on a Twitter quand même qui se reprend. Depuis, en fait Twitter est rentable depuis seulement depuis l'année dernière, hein. Donc voilà, après quand même pas mal d'années d'existence et après quand même 3 années d'introduction en bourse. Bref, on passe au vif du sujet. Nous, nos index, regardez, on a encore, donc on a le yen qui est devise à plus baissière, suivi par l'euro. Le franc suisse, lui, est à l'équilibre et même en légère hausse. Regardez, qui teste cette moyenne mobile à 20 jours, donc il n'a pas clôturé au-dessus hier. Mais donc aujourd'hui, si on a une clôture au-dessus de cette moyenne mobile, ça serait un signal haussier sur le franc suisse, un signal acheteur face eh bien, des devises plus intéressantes comme le yen. Regardez le yen qui perd 0,50%. Donc il y a encore une petite marge de baisse possible. On a le dollar qui est en baisse, on a l'euro également. Vous voyez, faut bien comprendre que si on a ces tensions, si on a un accord commercial qui est trouvé entre les États-Unis et la Chine et qui ne provoque pas de restrictions commerciales, bien évidemment, on aura toutes les devises qui sont fortement, en tout cas tous les pays qui sont fortement exposés aux États-Unis qui vont rebondir, c'est-à-dire la Chine, le Canada, le Mexique. Ces 3 pays, eh bien, leurs premiers clients sont les États-Unis. Donc il est normal que ces devises soient les plus sous pression. Maintenant, pour ce qui est de la Chine, c'est un petit peu différent parce que la Chine quand même manipule totalement sa devise. Donc voilà, elle peut la dévaluer ou la réévaluer quand elle veut. Mais pour ce qui est du Canada et de la UD, c'est pas possible. Ou en tout cas c'est beaucoup plus difficile. Ça passe par la banque centrale qui remonte ou qui baisse les taux. Donc c'est pas aussi simple. Donc si vous voyez que le CAD, depuis qu'on a des avancées, depuis que déjà Donald Trump a abandonné, enfin l'administration pardon, Donald Trump a abandonné l'obligation euh, dans le cadre des renégociations de l'ANA, je précise, donc l'obligation d'inclure au moins 50% de produits américains dans les voitures importées aux États-Unis. Voilà, donc cette restriction qui a été abandonnée a permis au CAD de progresser. Donc on peut très bien imaginer que l'AUD, regardez, l'AUD ce matin, on a la Chine qui proclame plutôt proclame un discours quand même assez pro-capitaliste, et on a les États-Unis avec hier Donald Trump, enfin déjà ce week-end, qui dit que voilà, je serai toujours ami avec Xi Jinping malgré ces tensions, enfin ces divergences. Enfin, j'ai pas la traduction exacte en tête, je me souviens plus du tweet, mais c'est globalement cette idée-là. Et on a hier, encore une fois, Donald Trump qui dit qu'un accord, enfin qui est convaincu qu'un accord sera trouvé. Donc on voit bien qu'on a une amélioration de ces perspectives, en tout cas, sachant que en plus, je vous rappelle que toutes les sanctions qui ont été annoncées envers la Chine exclusivement, je parle pas de l'acier et de l'aluminium, hein, qui sont mises en place, mais je parle bien, vous savez, de la taxation sur 50 milliards de dollars de produits chinois. Ensuite, Donald Trump a réaugmenté ce nombre-là, a même additionné de 100 milliards, donc ça fait 150 milliards de produits, 150 milliards de dollars de produits chinois taxés. Donc toutes ces annonces-là ne sont pas encore mises en place, hein, c'est que des annonces. Et si elles sont mises en place, ça ne devrait être que d'ici 60 jours au minimum. Donc on a clairement le temps pour qu'un accord soit trouvé. Et donc là, l'idée, si on a un abandon de ces sanctions, enfin qui ne sont pas encore mises en place, mais voilà, si elles ne sont pas mises en place, l'AUD va rapidement progresser. Va rapidement progresser. On utilisera tout comme l'AUD, tout comme on a l'habitude de le faire d'ailleurs, hein, retracement de Fibo. Ça va nous donner, en termes de timing, vous voyez, ça va nous permettre de surveiller jusqu'à où l'AUD pourra retracer. Et il pourra retracer jusqu'à cette zone-là.
Vous voyez. Donc ce matin, trade risqué, trade très risqué, d'accord, parce que rien ne nous dit que un accord commercial sera trouvé entre les États-Unis et la Chine. C'est les perspectives que j'ai, mais c'est voilà encore une fois très risqué. Mais l'AUD yen pourrait être une devise extrêmement, intéressante à l'achat. Donc soit on paye maintenant, mais encore une fois c'est assez risqué parce que il n'y a toujours pas concrètement d'avancée euh, sur un accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Pour le moment c'est que des paroles, donc il y a rien, et il y a aucun accord signé, il y a aucune promesse, il y a rien du tout. Il y a que des volontés annoncées par chaque partie individuellement. Voilà. Il n'y a pas de discours conjoint ou des choses comme celle-ci. Donc, euh, donc voilà, AUD yen, ça pourrait être une devise assez haussière, enfin l'achat AUD en général, hein. Mais face à l'AUD, vous savez qu'en ce moment c'est le yen qui me semble la plus intéressante à la vente. Pourquoi pas le dollar ou l'euro? Vous voyez que l'euro quand même, si on se met en weekly, et vous regardez tous nos index, l'une, la seule même, qui avait un RSI suracheté récemment et qui est sorti de la zone surachetée, c'est l'euro. Regardez, on est en weekly sur nos index. Alors, focalisez-vous simplement sur le RSI, pas besoin de regarder le cours, mais regardez. Donc, le yen déjà était proche d'être suracheté, le NZD, rien à dire, l'AUD proche d'être survendu, l'euro, vous voyez, suracheté, divergence baissière en place, qui est en formation depuis le mois d'octobre. CHF, bon, neutre, GBP, on est proche de la zone de surachat. Et le dollar, voilà, c'est neutre. Et le CAD, vous voyez, rebond depuis la zone des surventes. Donc voilà, l'euro, ça pourrait être une devise qui pourrait retracer ces prochains mois. Mais bon, pour le moment, on n'a pas les signaux nécessaires, donc ça sert à rien de le vendre maintenant. Mais donc l'AUD yen, aujourd'hui, me semble être une bonne paire, mais assez risquée. L'AUD USD pourrait prendre le relais. Si demain, on a un abandon, encore une fois, des tensions commerciales, en plus d'un point de vue technique, regardez, l'oblique, 3 points de contact, 1, 2, 3, depuis mi-2016, quatrième point, on va dire, rebond, avec une divergence haussière, donc d'un point de vue technique, c'est compliqué de faire mieux. Donc là, USD pourrait, si on a l'abandon, ou en tout cas une amélioration du dialogue entre Chine et États-Unis, on aura très probablement un AUD USD qui va revenir, qui va retracer, vous voyez, à peu près 50%. Alors, on va changer la couleur. Déjà, celui-là, je peux l'enlever. Parce qu'il a retracé plus de 60%, donc vous voyez, c'est pas très important. Donc là, il pourrait clairement revenir à 0,70 en fait. 0,79, pardon. L'AUD USD. Si on a une amélioration du dialogue, d'un point de vue commercial, bien évidemment, entre États-Unis et Chine. Voilà, donc vraiment, gardez un œil sur l'AUD, en plus du CHF qu'on avait annoncé hier. Voilà, donc l'AUD, vraiment, c'est la devise qui est la plus sous pression en ce moment à cause de ces, entre guillemets, guerres commerciales. Donc, est-ce qu'il faut faire quelque chose maintenant? Je ne pense pas. En tout cas, aujourd'hui, on pourrait avoir un signal haussier, des signaux haussiers même. Franchissement de la moyenne mobile à 20 jours, RSI qui franchit 50. Ça serait deux signaux particulièrement haussiers. Voilà. Maintenant, d'un point de vue fondamental, il faudra attendre des améliorations si on veut justifier un achat. Et si on fait attention à l'analyse fondamentale, bien évidemment. Il y en a qui traitent que d'un point de vue technique, hein, et il y en a qui, enfin, ça marche, hein, ça peut marcher, hein, de trader qu'avec l'analyse technique et non l'analyse fondamentale. Hein. Voilà, donc je dirais, d'un point de vue forex, on va faire un tour des paires majeures, mais l'AUD et le CHF, c'est deux devises qui m'intéressent à l'achat pour ces prochaines séances, que je surveille particulièrement, et à l'inverse le yen, qui est la devise qui m'intéresse la plus à shorter, et potentiellement à venir le dollar et peut-être l'euro. Voilà. Ça semble compliqué de vendre l'euro vu la tendance qu'on a eue depuis plus d'un an sur l'euro, mais voilà, on vu du RSI, on regarde l'euro, il est quand même suracheté face à pas mal de devises. Si vous regardez le weekly, vous voyez que bon là il est plus suracheté. On regarde l'euro dollar, vous voyez que l'euro dollar est quand même
un RSI assez élevé. L'euro GBP, bon, c'est différent parce que le GBP surperforme l'euro depuis l'été dernier. Euh, donc l'euro dollar, euro yen qui rebondit, ce qui est normal, pardon. C'est pour ça que vous voyez un index c'est toujours assez bien parce que ça peut porter à confusion si on regarde par exemple l'euro yen, on pourrait se dire que voilà, l'euro yen a une grande marge de progression, que l'euro est sous-évalué. Mais en fait, c'est pas vraiment l'euro qui est sous-évalué, c'est plutôt que le yen baisse et ça fait mécaniquement remonter l'euro. Parce que si vous regardez les autres paires en euros, euro NZD sous pression, l'euro dollar inchangé, l'euro GBP sous pression également, l'euro CHF inchangé. Donc c'est pas vraiment l'euro qui progresse. C'est clairement le yen qui est en baisse et qui fait mécaniquement remonter la valeur de l'euro. À noter que l'euro yen, regardez, divergence haussière, pareil, franchissement de 50, franchissement de la moyenne mobile à 20 jours. Donc là, on a clairement un signal haussier. L'euro yen, ça peut se payer, hein. Ça peut se payer même si j'ai pas une grosse conviction haussière sur l'euro. L'euro d'un point de vue unique, hein. En ce moment, j'ai pas une grande conviction haussière, mais voilà, un achat jusqu'à 133,29, 133,22 peut se justifier grâce à la baisse du yen, qui va encore une fois faire mécaniquement remonter la valeur de l'euro. CAD yen qui atteint bientôt notre premier objectif à 85. Donc surveiller la réaction du marché près de 85. Si on a un avalement baissier, ça sera un signal baissier. Dans ce cas, il faudra prendre des bénéfices, enfin, faudra clôturer la totalité des bénéfices. Moi, ce que je ferais honnêtement sur le CAD yen, c'est que je prendrais une partie des bénéfices à 85 et j'observerai de près ce qui se passerait sur le graphique journalier. Si on a un signal baissier, dans ce cas, je clôturerai la seconde moitié de ma position et dans le cas où on a un breakout, ça permettrait de profiter d'une potentielle hausse jusqu'à 86, voire même plus haut. Parce qu'encore une fois, regardez le CAD. Donc déjà, le yen n'a pas totalement retracé les 50% de sa tendance, et je pense concrètement qu'il va le faire. Avec 50%, c'était la précédente résistance. Donc on a encore une marge baissière sur le yen, et sur le CAD, c'est pareil. Il a retracé 38, mais pas encore 50%. Et vous voyez que 50%, c'était une résistance qui est devenue support sur l'index. Voilà, donc marge de progression sur le CAD à la hausse, marge de progression à la baisse sur le yen. Donc, personnellement, je pense que le CAD yen peut continuer à progresser. Mais bon, j'invite à garder un œil sur le CAD yen, parce que si on a des signaux baissiers qui s'accumulent à 85, c'est un seuil psychologique, c'est quand même 38% de retracement de cette tendance, c'est également un prix de clôture mensuel, donc on a une forte zone de résistance à ce niveau de prix. Donc, si on a des signaux baissiers, il faudra prendre l'intégrité de ces bénéfices. Avez-vous parlé de l'or et du NZD yen? Alors non, pas encore. Je prends pas mal de temps ce matin sur le forex parce que voilà, c'est vraiment pour moi le marché qui me semble le plus intéressant en ce moment. Ça change, hein, parfois c'est les indices, parfois c'est les matières premières. Là, en ce moment, ça me semble assez, semble qu'il y ait beaucoup d'opportunités. NZD yen, donc on était haussier hein, depuis, alors je ne sais plus, je me souviens plus exactement quand. Premier objectif c'était un retour à ces sommets. Deuxième objectif 50%. Je pense que NZD yen va continuer à progresser. Maintenant, regardez la UDNZD. Donc NZD yen juste, je pense qu'il va revenir à cette moyenne mobile à 200 jours. Voilà, donc je pense qu'il y a une marge de progression. Mais quand on regarde la UDNZD en weekly, en hebdomadaire, on a ce triangle. Le cours revient à cette oblique avec également ce support technique et un sub psychologique. Sub psychologique à 1,05. Donc, la probabilité, je dirais, d'un rebond est importante. Ça ne veut pas dire qu'il y en aura un, mais en tout cas, il faut garder une attention particulière sur la UDNZD. Parce qu'après les paires majeures, je pense, je n'ai pas les chiffres en tête et c'est compliqué d'avoir les chiffres parce que le forex c'est quand même un marché assez opaque, hein. Mais là où il y a le plus de volume sur les paires sur l'AUD ou sur le NZD, après, bien évidemment, l'AUD USD et le NZD USD, il me semble que c'est l'AUD NZD, hein. Donc voilà, à surveiller de très près. Donc si l'AUD NZD rebondit, euh, ça veut dire qu'il y aura une surperformance de l'AUD. Et donc, au lieu de payer le NZD, ce sera plus profitable de payer l'AUD.
Voilà, donc en ce moment le NZD surperforme depuis maintenant une semaine à 10 jours, enfin même plus. Vous voyez que par rapport à la UD, ça fait depuis le début du mois de février que le dollar néo-zélandais surperforme. Donc concrètement, les stratégies haussières sur le NZD étaient plus profitables que sur la UD. Mais au vu de l'analyse technique, on pourrait avoir une surperformance de la UD face au NZD. Ce qui veut dire que la UD yen, la UD yen à l'achat pourrait être plus intéressant que le NZD yen. La UD USD pourrait être plus intéressant à l'achat que le NZD USD, etc., etc. Donc regardez ce qu'il faut surveiller. Donc déjà, l'action du prix sur ces supports, mais regardez d'un point de vue RSI, quand le prix était revenu à cet oblique, on avait une divergence ici, ici on avait une divergence. Donc voilà, ici je surveille l'action du RSI en plus du prix. Et si on a un rebond avec une divergence, ça serait parfait. Ce serait parfait parce qu'on pourra anticiper un retour beaucoup plus haut. NZD-CHF, compliqué. Est-ce que y a une opportunité sur NZD-CHF? Pas vraiment, parce que comme je vous l'ai dit, moi le CHF je le vois bien rebondir. Alors pas pour des raisons fondamentales, il n'y a aucune justification d'un point de vue fondamental, mais c'est comme vous savez une tendance, c'est fait d'impulsion et de correction. Voilà, donc c'est normal qu'on a des corrections dans une tendance, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc là on a une belle baisse quand même. Ça me semble assez logique qu'on connaisse une respiration du dollar, pardon, du franc. Donc je ne serais pas surpris si le franc suisse retrace au moins 38% de cette tendance. Donc ça me semble compliqué de vendre le dollar néo-zélandais actuellement, étant donné tout d'abord qu'il y a une divergence qui est en place depuis le début du mois de mars, et qu'en plus, le franc suisse teste une nouvelle fois sa moyenne mobile à 20 jours. Je rappelle, si on a une clôture au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, personnellement, j'aurai une opinion haussier, et personnellement, je paierai le franc suisse. Voilà. Face à des devises comme, encore une fois, le yen, ou le CHF, ou le dollar USD, qui me semble être les deux devises les plus faciles à shorter en ce moment. Donc CHF yen à l'achat pourrait être intéressant. Bon, là, on fait quand même pas mal de paires croisées ce matin. J'espère que vous avez pris des notes parce que il n'y a pas de fiche de résumé. On a fait un grand tour. Donc CHF yen, regardez, ça commence. Regardez toutes les bougies haussières. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bougies haussières d'affilée, accompagnées d'une divergence. Donc voilà, personnellement, CHF yen, je le vois bien revenir aux alentours des 114 d'ici un mois. Mais bon, j'attends encore une fois, avant de payer CHF, que son index, que l'indice, clôture au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours. Je ne paierai pas le franc suisse tant qu'il ne clôture pas au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours. Question de plan de trading, hein, respect du plan de trading tout simplement. Donc voilà, et l'USD-CHF, regardez, moyenne mobile à 200 jours, RSI qui est encore bullish parce qu'il est au-dessus de 50, mais vous voyez qu'on a un repli. Donc voilà, à surveiller. Et en plus, avalement baissier ici. Voilà, donc on a quand même quelques signaux baissiers. Si demain on a le RSI qui casse 50, ça serait l'idéal, encore une fois. Et la correction, on utilisera Fibo, la précédente tendance, 50%, ça donnera un objectif vers les 0,9418. Maintenant, attention, faut pas s'attendre à ce que le franc suisse fasse un rallye haussier. Le franc suisse reste clairement dans une tendance baissière. Si on regarde d'un point de vue un peu plus global, d'un point de vue fondamental, c'est quand même la politique, la Banque centrale qui a la politique monétaire la plus accommodante d'un point de vue du PIB avec son QE qui représente, enfin les actifs détenus par la BNS, c'est plus de 120% du PIB suisse. Compte 95% pour la BOJ, 40% pour la BCE et 20% pour la Fed. D'accord? Donc c'est quand même par rapport à son PIB, la BNS a 5 fois plus, a un bilan 5 fois plus important que la Fed. Hein. Donc voilà, c'est quand même. Et il faut pas oublier que bon, on l'a tous en tête, la BNS, c'est pas celle qui communique le plus sur ses prochains mouvements. Donc faut rester quand même assez prudent sur le franc suisse. Hein. Voilà. Et si vous regardez finalement l'USD-CHF, ce que je parlais avec un collègue hier, mais regardez l'USD-CHF,
sur les dernières années. C'est un range. Concrètement, il y a aucune tendance. Donc, faut pas s'attendre à ce que le franc suisse fasse un rallye haussier ou baissier ou voilà. C'est euh, la BNS dit que le franc suisse est surévalué. Donc déjà, faut rester prudent, faut pas non plus sous-estimer la BNS. Hein. Mais donc voilà, le rebond qu'il pourrait avoir, c'est pas comment dire un rallye haussier. Hein. C'est vraiment un rebond technique. Donc un retour à 38%, 50% serait un fort retracement du franc suisse. Hein. Honnêtement, s'il retrace 50%, faudra s'intéresser aux positions vendeuses parce que d'un point de vue fondamental, il n'y a aucune justification qui, enfin, il n'y a aucun argument, pardon, qui justifierait une hausse du franc suisse, une hausse importante. Voilà. Vendre le NZD CHF, non, pas le, non, non. Honnêtement, NZD CHF, pour moi, c'est pas une paire intéressante. C'est pas une paire intéressante parce que déjà le NZD il est bullish et moi j'ai une perspective haussière sur le franc suisse. Après, bon, chacun a sa perspective, mais moi personnellement elle est haussière. Donc NZD haussier, CHF je vois bien rebondir les prochaines séances. Donc face à deux devises haussières, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. Par contre, NZD Yen ou CHF Yen sont deux paires intéressantes à l'achat. CAD CHF c'est pareil. CAD c'est haussier, CHF j'ai une perspective haussière. Donc voilà, encore une fois, 4CHF, c'est pas une paire que je vais m'intéresser à acheter ou à vendre, ou à trader en ce moment. Maintenant, si CHF reprend une tendance baissière, ou, pardon, ne fait pas sa correction, mais continue à baisser, dans ce cas-là, le 4CHF pourrait être une bonne opportunité d'achat, tout comme le NZD CHF. Mais étant donné que ma perspective à court terme est haussière sur le franc suisse, et que le CAD ou que le NZD et l'AUD, j'ai une perspective haussière, je vais pas je vais pas acheter le KCHF, le NZDCHF ou la UDCHF. Alors merci pour le site Finis, très fortement fourni en graphes dans beaucoup de domaines. Alors parfait, bien écoutez, hein, aucun souci, avec plaisir. Avez-vous parlé de l'or? Donc pas encore. Alors j'ai beaucoup de questions, hein. Je lis les questions devant vous. Un mot sur le GBP Yen. Alors je vais y venir, GBP Yen, NZDCHF, NZDCHF, donc voilà, je vais faire une analyse rapide, mais encore une fois, ça m'a pas l'air d'être une devise très intéressante. Hein. Ah pardon, NZDCHF si à vendre, excusez-moi. À vendre prochainement, mais voilà, j'attends un signal baissier. Pourquoi euh, Pourquoi? Parce que je m'attends tout simplement à une surperformance du franc suisse. Dollar néo, par contre, c'est pas le moment de vendre hein. Maintenant le NZDCHF, étant donné que on va regarder sur le site que je vous ai envoyé, NZD c'est la devise la plus haussière. Donc faut vraiment attendre un signal baissier. D'un point de vue technique, c'est une paire qui m'intéresse parce que voilà, je vois bien une sous-performance du NZD. En regardant la UD-NZD, vous voyez, rebond de la UD, donc NZD qui va sous-performer. Donc voilà, pourquoi pas le NZD CHF, mais encore une fois, c'est pas pour le moment. C'est vraiment pas pour le moment, mais c'est une paire que je surveille. Parce que le NZD, c'est aussi en ce moment, j'ai pas parlé de mes perspectives sur le NZD, mais elles sont plutôt mitigées. En tout cas, d'un point de vue, regardez, notre index, si on regarde à nouveau notre NZD index, tant qu'il reste dans son range, personnellement, je reste neutre. Puisque là, il teste une résistance, ma perspective à court terme est plutôt neutre, légèrement baissière. Donc NZD-CHF, pourquoi pas? Mais bon, il y a des paires, à mon avis, plus intéressantes, comme en NZD, hein, comme le NZD-USD, ou comme le NZD-Yen. D'ailleurs, vous voyez que le NZD-USD rebondit assez bien. Il rebondit assez bien. Que penser du café? Alors, je vais y venir. Les matières premières, je vais faire après. 4CHF. 4CHF, alors. On a eu un retracement de 50%. Moyenne mobile à 100 jours, résistance. Regardez, on a quand même on a un avalement baissier sous la moyenne mobile à 100 jours et sous
c'est 50%. 4 CHF, honnêtement, je pense qu'on peut repasser à un biais neutre. Parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit hier, moi, le CHF en perspective elle est particulièrement haussière. Et même si le CAD, même si l'AUD, même si le NZD sont haussiers en ce moment, je vois bien le CHF surperformer. C'est ce que j'ai dit hier. Et je réitère mes propos. Donc vendre le NZD CHF, pas encore, Raymond, mais c'est plutôt le biais qui m'intéresse. Voilà. C'est plutôt ce biais-là. Mais je pense que vendre le NZD CHF, c'est pour un moment prendre des risques inutilement, étant donné que pour un moment on a le yen qui est clairement baissier, qui est dans une tendance baissière, alors que le NZD ne l'est pas. Voilà, le NZD il est encore haussier. Donc vendre le NZD CHF, pas encore. Si le NZD demain retrace, engage une tendance baissière, c'est-à-dire que si l'index du NZD est en baisse, dans ce cas, pourquoi pas le vendre? L'idéal, ça serait que le NZD casse même ce support. Mais quand on regarde le yen, voilà, le yen est dans une tendance baissière, donc c'est beaucoup plus faisable, à mon sens, de vendre le NZD yen plutôt que le NZD CHF. Voyez. Ou si vous voulez payer le CHF, c'est préférable de l'acheter face au yen, donc achat CHF yen, plutôt que d'acheter le NZD yen. Voilà. Surtout en ce moment, regardez, je reviens sur le NZD yen. Alors excusez-moi, on prend beaucoup de temps sur le forex ce matin. Regardez le NZD yen, d'accord? Donc la tendance, le rebond a quand même été bien engagé. Les résistances sont à quoi? Sont à 200 pips à peu près. Donc moi immobile à 100 jours à une centaine à peu près et le sub psychologique à 150. D'accord? Donc entre 80 et 150 pips pour le CHF yen. Là on a clairement, vous voyez, donc les 38% c'est déjà 150 pips, 50% à 250. Donc on a une marge de progression sur le CHF yen beaucoup plus intéressante à mon sens. Et là encore une fois aujourd'hui on va avoir un nouveau signal haussier peut-être si le RSI clôture au-dessus de 50. Alors je vais terminer sur le forex, ensuite je passe aux indices. L'USD-CAD pourrait baisser jusqu'à où? Alors moi l'objectif théorique que j'ai sur le SD-CAD avec cette épaule tête-épaule, eh bien c'est une baisse jusqu'à à peu près à 25, donc un petit peu au-dessus. Mais regardez, si on prend la hauteur de la tête, regardez, épaule, tête, épaule, qui a été validée parce que on a eu la cassure de la ligne de coup. Et donc, si on reporte cette hauteur, quand on déplace en dessous de la ligne de coup, on a pile poil les 1,25. Bien évidemment, c'est un sub psychologique. Il faudra donc s'assurer de prendre des bénéfices un petit peu avant parce qu'on sait qu'on a des réactions autour d'un support et non pas au pips près. Donc voilà, je pense que l'USD CAD pourrait encore retracer jusqu'à 1,2550 à peu près. Et si on utilise les retracements de Fibonacci par rapport à cette tendance, vous voyez que là on teste les 50% et que les 60% c'est le sub psychologique. Donc pardon, pas les 1,20. Non, c'est pas les 1,25, pardon. C'est la clôture de 2017. Donc clôture 2017, voilà, ça peut être un objectif baissier, 1,2581. Au moins jusqu'à ce niveau de prix. Donc je vais revenir sur les paires, hein, étant donné que j'ai passé quand même plus de 30 minutes sur le Forex. Je vais revenir sur vos questions sur le Forex après, parce que j'ai quand même des questions sur les matières premières et les indices, donc je peux pas rester indéfiniment sur le FX. Il est bon, je suis en train d'en prendre un de la part de Luc. Alors, quel actif vous voulez parler, Luc? Je, comme ça on pourra l'analyser. Donc voilà, USD-CAD baissier. Faut bien comprendre que moi j'ai deux tendances baissières sur le FX et et trois convictions haussières. Enfin plutôt deux. Conviction baissière, dollar, yen. Conviction haussière, mais plus importante, AUD, CAD et le CHF qui pourrait arriver. Donc c'est plutôt trois finalement. Mais bon, déjà le CAD a fait un bon rebond. Mais donc l'AUD et le CHF sont les deux devises qui ont une marge de progression la plus importante. Potentiellement la plus importante à court terme. Donc voilà, avril, ce mois-là, il faut surveiller l'AUD, le CHF. Voilà. Si je devais un petit peu résumer mes propos.
Je passe aux indices. Les indices qui sont haussiers ce matin grâce au discours d'ouverture chinois, du marché chinois, et à l'annonce, enfin au tweet de Donald Trump, même si ça a été corrigé par le fait que le FBI se serait invité au bureau de l'avocat de Donald Trump. Mais regardez, à l'indifférence des analystes européens, à la différence de Wall Street, comme je l'ai dit hier, ont un RSI qui sont bullish, ont des RSI bullish, pardon. Regardez, RSI au-dessus de 50 pour le CAC, le DAX au-dessus de 50, l'Eurostoxx au-dessus de 50, on regarde le S&P en dessous, Wall Street en dessous, et même les techs sont en dessous. Donc on a plutôt un momentum haussier. Sur les indices européens, il faut donc s'insérer dans le sens de la tendance et du momentum. Et pour moi, les tendances les plus haussières pour le moment, alors entre guillemets, parce que pas vraiment dans les tendances haussières, mais voilà, là où il y a le plus de potentiel haussier, c'est clairement les indices européens. On a un euro qui est flat, qui progresse très légèrement. On a un pétrole qui est en hausse. Donc voilà, et le scandale de Facebook touche beaucoup moins l'Europe que les États-Unis, même si ça a un poids sur l'ensemble du marché. C'est vraiment les États-Unis qui sont exposés sur ce scandale. Donc voilà, c'est peut-être une fenêtre de court terme pour que les indices européens surperforment. Donc le CAC, là il est actuellement vers les 5290 points. Je pense que ça peut se payer pour reviser la moyenne mobile à 100 jours, avec le futur à tester la moyenne mobile à 100 jours. Donc voilà. Personnellement, haussier jusqu'à 5290, que ce soit en intraday ou pour du swing trading. Voilà. Quand je parle du swing trading, c'est pour cette semaine. Voilà. Donc pour cette semaine, retour à 5290. Pour le DAX, à noter qu'ils ont CAC Eurostoxx ont dépassé leur moyenne mobile à 50 jours. D'accord? Et le DAX est en train de le faire aujourd'hui. S'il clôture au-dessus, on aura une confirmation du signal haussier sur le CAC. Et ça renforcera donc mon biais bullish, personnellement, sur les indices européens. Et donc le DAX, personnellement, cette semaine, je vois bien un retour à 12 500. Là, actuellement, on voit que le DAX teste ses sommets du mois de mars, donc à 12 400. Je pense que c'est une zone de prise de bénéfice en intraday. Donc si on a des replis, vous voyez par exemple si on a un repli à moyenne mobile à 50 jours, actuellement à 12 311, 12 311, 12 350, c'est deux niveaux qui peuvent se payer en intraday pour viser les 12 400. Des changements journaliers, en horaire pardon. Donc 12 311, 12 350, ça se paye pour viser les 12 400. En intraday, je dis bien. Et pour l'Eurostoxx, donc sortie du canal, moyenne mobile à 50 jours dépassée. Donc là, moi j'ai une perspective haussière jusqu'au sommet de février 2018, c'est-à-dire vers les 3485. Ce qui est l'équivalent du CAC, vous voyez à ce niveau de prix, 5370. Wall Street, j'ai pas besoin d'y revenir, je pense, par si vous voulez, mais ça n'a pas beaucoup changé depuis la veille. Hein. Vous voyez que les futurs sont en hausse. C'est clairement grâce au discours de Xi Jinping, parce que vous voyez que hier, bon, on a eu une hausse grâce au tweet de Donald Trump, mais ça a été corrigé suite à ce que je vous ai dit par rapport au FBI. Et ce matin, on a une hausse sur le futur. C'est grâce aux propos d'ouverture du marché chinois. Donc voilà, Nasdaq, résistance moins immobile à 100 jours, tout comme Wall Street, qui est beaucoup plus haut, hein, et le S&P. Et encore une fois, la moyenne mobile à 200 jours, je le répète, mais d'un point de vue swing moyen terme, c'est des niveaux qui se payent. C'est une moyenne mobile qui se paye. Très bien. En tout cas d'un point de vue historique. Hein. Donc voilà, si par hasard on a un retour à ce niveau de prix, ça pourrait être intéressant de se positionner à l'achat pour du moyen long terme. Et donc parlons Como, l'or qui est en hausse. Alors, pas vraiment de facteur qui vient justifier cette hausse.
c'est même pas une hausse, vous voyez, c'est 0,04%, c'est inchangé. En fait, c'est la baisse du dollar. Regardez DXY, moins 0,02. Donc concrètement, il n'y a pas de grand mouvement qui se passe sur l'or. C'est ni plus ni moins l'inverse du dollar à très court terme. D'ailleurs, si vous regardez l'or et le DXY, vous voyez qu'ils sont totalement inversés. Donc on va faire quoi? On va comparer à valeur, on va mettre DXY. Alors, on voit pas très bien, donc ça sert à rien. Voilà, donc l'or, si vous regardez l'or et l'euro, déjà ils sont totalement corrélés. Et face au dollar, eh bien c'est l'inverse. Donc quand le dollar teste une résistance, on a l'or qui teste un support. Voilà, donc tout dépend de votre perspective sur le dollar. Moi, comme je vous l'ai dit, mes deux conditions les plus baissières, c'est le yen et le dollar. Donc forcément l'or, j'ai plutôt une perspective haussière. Mais bon, de là à dire qu'il y a une opportunité, hier on était au milieu du range, ça n'a pas beaucoup changé. Donc voilà, pour moi l'or, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. On voit qu'il y a un bon niveau de support. Regardez le cours cette nuit a rebondi sur ces 2 mois immobiles à 20 et 50 jours. Ça peut être un niveau de support qui se paye si on a une perspective haussière sur l'or et donc baissière sur le dollar, en direction des 1343. Et donc le café, café Arabica, café Robusta. Alors nous on a tout ici à IG, chez IG. Donc quel café vous voulez? Alors moi, d'un point de vue fondamental, je n'y connais pas grand-chose. Enfin, je n'y connais même rien au café. Donc, voilà, dites-moi lequel vous tradez, parce que personnellement, je ne le suis pas du tout. Donc, je vais uniquement faire de l'analyse technique. Voilà, donc café Arabica. Alors, je ne savais même pas que, vous savez, qu'il y avait différents cafés qui pouvaient se trader. Alors, c'est logique, hein, vous me direz, mais voilà, je savais même pas qu'on avait tous ces actifs-là. Coffee Robusta. Alors, je ne suis pas du tout un expert de café, de toute façon, donc voilà. Je ne me sens pas beaucoup concerné. Mais bon, c'est pas très important pour ce webinaire. Alors, le café Arabica. Donc, clôture mensuelle, support ici. On a un bon support également là. On a des belles résistances. Alors, vous voyez qu'il y a quand même une volatilité qui s'est quand même largement diminuée à l'approche de ce support. Volatilité qui diminue proche d'un support ou d'une résistance, c'est généralement signe d'inversion de tendance. Signe, hein. C'est pas certain. Voilà. Et regardez cette résistance. Ce que j'aime bien dans les matières premières, c'est que les résistances sont vraiment très bien respectées. Regardez ici, j'ai tracé le plus haut prix clôture, vous voyez ce pivot, et finalement, c'était quasiment en pips près, celui de février 2008. Et regardez, c'était celui de janvier 1989. Voilà, donc c'est vraiment... moi j'aime bien les commodities pour cette caractéristique, c'est que les seuils psychologiques sont vraiment très bien respectés, donc c'est satisfaisant c'est plaisant de trader sur ces types d'actifs. Bon, en tout cas, la tendance elle est baissière, on peut le voir depuis un peu plus d'un an. Hein. Depuis un peu plus d'un an, tendance baissière. Au niveau des seuils psychologiques. Donc, donc je vais en mettre que 3, sinon ça va devenir illisible. Voilà. Donc, café. Alors déjà en weekly, on a un RSI qui est à plat, on n'a pas de divergence. Mensuel, il me semble que je n'avais pas vu non plus, juste auparavant. Non, on n'a pas de divergence. Voilà. Bon, Tom bearish en tout cas, vous pouvez le noter. Hein. Voilà, des RSI mensuels en dessous de 50, RSI hebdo en dessous de 50, RSI journalier en dessous de 50. Donc c'est qui clôture, pardon, qui est en train de franchir 50. Mais donc à long terme, la tendance elle est baissière déjà. Ça c'est analyse de long terme. Donc faut plutôt s'intéresser aux positions vendeuses pour du moyen long terme. On peut peut-être tracer
comment dire, un canal descendant linéaire, ce qui veut dire que quand un canal, je vous rappelle, que ce soit linéaire, enfin, de toute façon un canal c'est parallèle, mais là c'est à régression linéaire, c'est pour ça qu'on dit un canal linéaire, c'est un petit peu raccourci. Mais donc un canal, je vous rappelle que la borne haute, que ce soit dans un canal ascendant ou descendant, c'est une zone de surachat, et la borne basse, c'est une zone de survente, qu'on soit dans une tendance haussière ou baissière. Voilà. Donc l'importance de la tendance d'un canal, ça va être pour prendre des bénéfices. C'est-à-dire puisqu'on dans la théorie, on traite dans le sens de la tendance, quand un canal est quand une tendance est baissière, donc quand un canal est baissier, la position, la bonne résistance, ça va être une zone de surachat. Et puisqu'on est dans une tendance baissière, on va s'intéresser à la position vendeuse. Par contre, lorsqu'on est dans la zone de survente sur le prix, c'est-à-dire à la borne basse, c'est risqué, mais c'est possible, mais c'est très risqué d'acheter. Parce qu'on est dans une zone, c'est possible d'acheter parce qu'on est dans une zone de survente, mais c'est risqué parce qu'on est à l'encontre de la tendance. Voilà. Donc, c'est l'utilisation d'un canal. Hein. C'est vraiment ces zones de surachat et de survente. Hein. Faut voir ces bornes comme cela. Donc là, on a une tendance baissière. 2$. Je pense qu'il peut être cassé. Hein. C'est 2$. Maintenant, faut surveiller le RSI parce que là, on pourrait avoir un très bon signal baissier. Parce que c'est possible que le RSI échoue sous 50. Comme ce fut le cas, vous voyez, en mars. Et comme c'est le cas régulièrement. Même si on a parfois une hausse, vous voyez que c'est rapidement corrigé. Donc, faut surveiller l'action du RSI à 50. Et en plus de là, on a le prix qui coïncide à ce seuil psychologique. Donc, si par exemple, on a un avalement baissier et que le RSI échoue sous 50, on aura deux parfaits signaux baissiers qui justifieront un short en direction de ce seuil psychologique, tout simplement. Et déjà de ce plus bas, vous voyez, et ensuite de ce seuil. Je passe sur le pétrole. Pétrole qui rebondit. Alors pourquoi il rebondit le pétrole? Eh bien c'est grâce notamment justement à la diminution des inquiétudes sur la guerre commerciale. Parce que comme je vous l'ai expliqué hier, si on a une guerre commerciale, c'est moins de production, mais surtout, enfin également moins d'échanges. Comment sont réalisés les échanges internationaux? Comment est réalisé le commerce international? Eh bien, ça nécessite le transport. Donc, si on a moins d'échanges, on a moins de transport. Qui dit moins de transport, moins de demande en énergie. Et également la production. Si on a moins de production, on a moins de demande en énergie. Donc voilà, étant donné qu'on a un biais un peu plus positif, en tout cas des perspectives un peu plus positives sur un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, eh bien ça permet au marché de réévaluer à la hausse les cours de pétrole. Donc le brut pourrait clairement revenir à 65$ si on a cet environnement du marché qui continue. Si Trump ne tweet pas aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'accord, il y a des chances qu'on vienne chercher 60$, 65$ sur le WTI et les 70 sur le Brent. Voilà. Donc c'est cette raison qui explique que le pétrole progresse ce matin et depuis hier. Voilà, donc à court terme, haussier sur les cours de pétrole en direction des précédents sommets qui ont été inscrits en mars. Donc, je répète, 70$ sur le Brent et 65, à peu près 65-66 sur le brut. Mais pas de nouveaux sommets pour le moment. Et voilà, écoutez, alors je vais re-regarder les questions forex parce qu'on a eu beaucoup. J'ai pris beaucoup de temps aujourd'hui, ce matin, 57 minutes, 55 parce que j'ai eu 2 minutes de retard. Mais donc, on peut revoir la UDNZD. Alors je regarde la UDNZD. Donc la UDNZD, ce qu'il faut comprendre, c'est que on pourrait avoir une surperformance de la UD face au NZD. Donc c'est pas une paire que je vais m'intéresser à trader en soi, parce que le NZD, ça reste voilà une devise qui est neutre, qui n'est pas baissière mais qui est neutre. Vous voyez, étant donné que l'index est dans un range, donc ça peut se vendre, mais à très court terme. Si le NZD index revient à la borne basse, il faudra arrêter de vendre, d'acheter la UDNZD.
Mais en fait, surtout, cette analyse me permet de m'orienter s'il faut plus acheter le AUD ou le NZD. D'accord? Ou le vendre. Voilà. Laquelle devise, en fait, surperforme. Si la tendance est baissière, c'est-à-dire que le NZD surperforme. Et dans ce cas-là, je vais plus m'intéresser aux positions acheteuses sur le NZD plutôt que l'AUD. Et à l'inverse, si on a le cours qui est haussier, je vais plus m'intéresser aux positions acheteuses sur l'AUD que le NZD. Donc c'est pas une paire en soi que je vais trader. C'est possible, mais sur du court terme, parce que le NZD n'a pas de tendance particulière. Le GBP Yen, excusez-moi, oui, j'ai totalement oublié le GBP Yen, donc j'y viens. Alors, déjà, pour analyser le GBP Yen, j'aimerais analyser avec vous le Pound Index, qui me semble être important à analyser. Regardez le Pound. Pound a eu une grosse bougie haussière qui a été totalement corrigée. Le Pound est assez plus haut depuis le vote en faveur du Brexit. Enfin, on a encore une marge de progression, mais vous voyez que post-vote du Brexit, le Pound est assez plus haut. La probabilité d'une hausse des taux de la BOE pour la prochaine réunion, qui est en mai, est de 80%. Donc, concrètement, la probabilité est déjà assez élevée. Donc, pour que le pound continue à progresser, faut des catalyseurs supplémentaires. Donc, on a une petite marge de progression qui pourrait continuer à se faire grâce à la spéculation du marché sur une hausse des taux, mais plus cette probabilité va tendre vers 100%, et moins le marché va réagir à la hausse. Secondo, faut surveiller les négociations du Brexit. Plus on a l'idée, plus les négociations tournent vers un soft Brexit, plus le pound va s'apprécier. Et dans l'idée, de toute façon, à terme, le pound est dans une tendance haussière depuis un an. Hein. Donc voilà, c'est dans ce sens qu'il faut se positionner. Maintenant, il ne faut pas se positionner à l'achat à n'importe quel prix. Et étant donné que le pound est à ses sommets, personnellement, je trouve que le potentiel haussier est assez risqué. Voilà. En tout cas, le risque d'une baisse est plus important qu'une potentielle hausse. Donc je ne dirais pas qu'il faut le shorter, parce qu'on est dans une tendance haussière, mais de là à le payer alors qu'on est sous une résistance, ça me semble compliqué. Donc le pound yen, il est haussier en ce moment. Pourquoi? Parce que le yen recule. Donc il fait, encore une fois, mécaniquement remonter toutes les autres devises. Mais en soi, le pound, le payer à ce niveau de prix, ça me semble assez risqué. Donc j'attendrai, personnellement, que le pound revienne, en tout cas, vers le bas de ce canal. Voilà, on peut tracer différents canaux haussiers. Hein. On peut tracer soit, comme je l'ai fait manuellement, soit on peut utiliser également un canal linéaire. Canal linéaire. Alors, un canal linéaire. Alors, Fib, channel, non. Alors, un canal linéaire, je me souviens plus comment on le trace sur TradingView. Alors, peut-être là-dedans, voilà. Régression, trend. Voilà, donc vous voyez, on peut utiliser différents types de canaux, mais vous voyez que vraiment on a la même zone de support. Donc c'est vers ce niveau de prix. Moi personnellement, ça m'intéressait de passer à l'achat sur le pound. Mais donc, voilà, le pound yen, il est haussier. Maintenant, c'est pas grâce au pound, c'est surtout grâce au yen. Donc, quitte à se positionner sur le yen, à la vente sur le yen, je préfère me positionner à la vente sur le yen face à une devise qui a un potentiel vraiment haussier, plutôt qu'une devise qui est sous résistance. Encore une fois, CAD, AUD, CHF sont des devises à l'achat qui m'intéressent. Le CAD a déjà bien entamé sa hausse. L'AUD et le CHF n'ont pas encore totalement commencé. N'ont pas en fait commencé. Donc voilà, l'AUD CHF, ça me semble mieux face au yen plutôt que le GBP. Exactement François, quand on écrit GBP euro ou euro GBP, c'est la même chose, si ce n'est le graphe est inversé. Exactement, c'est exactement le cas. Cette paire croisée ou autre. Voilà. C'est comme si vous faites des forces relatives. Faut voir le forex comme des forces relatives, encore une fois. Donc, si vous regardez force relative gold, silver, d'accord? Si vous regardez la force relative silver, gold,
voyez que c'est l'inverse. Eh bien, c'est pareil pour les paires. Euro GBP, ça va être l'inverse de GBP euro. Voilà. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour. Je pense que c'est le plus long webinaire que j'ai fait pour un webinaire du matin. Donc voilà. Merci en tout cas pour votre attention. Vous avez été nombreux à me suivre jusqu'au bout. Donc ça fait plaisir. En tout cas, ça veut dire que le contenu en tout cas a été intéressant. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'espère. J'espère que ça n'aura pas été trop, comment dire, désorganisé. C'était un petit peu partout, je vous l'accorde. C'était un petit peu dans tous les sens. On a parlé beaucoup de paires croisées, mais en tout cas, j'espère que vous avez les principales idées en tête. Donc voilà. Merci en tout cas pour votre attention. 18h, alors 18h, 18h, il n'y a rien. Hein. Webinaire éducatif, c'est le mercredi dorénavant. Donc calendrier des webinaires. Calendrier des webinaires. Forex à US, 14h30. Hein. 18h, formation de trading, ça sera avec Yoav Nizar. D'ailleurs, si vous avez des sujets, des webinaires sur des webinaires éducatifs, n'hésitez pas à m'envoyer parce que j'ai des messages. J'ai eu un feedback avec l'enquête. Vous savez qu'il y a une enquête à la fin des webinaires pour le money management. Donc je vais travailler sur un webinaire éducatif money management que je présenterai, j'espère, la semaine prochaine. Voilà. Mais donc ce soir 18h, non, il n'y a pas de webinaire. Un peu difficile mais super intéressant. Alors oui, c'est un peu difficile, je vous l'accorde. Un peu difficile, surtout qu'on est parti vraiment dans tous les sens sur le forex, NZD, AUD, on a parlé de tout. Hein. Mais bon, au moins ça a été complet. Voilà. Encore une fois, merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis demain, rendez-vous dans mon prochain point de marché quotidien. Et en attendant, rendez-vous sur le site d'LDFX, le webinaire de Yoav à 14h30. Et voilà, soyez prudents sur les marchés.